Ils étaient 13e meilleure école de France d'un classement qui, plus tard, j'ai appris que c'était leur propre classement. En fait, ce classement n'existait pas. Au moins, ils se sont pas mis premiers. La Gen Z, pour moi, c'est oui, mais toi, tu fais 1200 € en 35 heures, mais si en 14 heures, je peux me faire 2000 €. Oui, mais tout le monde n'a pas envie, en revanche. Et il y a des études qui le montrent, les gens ne quittent pas un salaire, hein. Les gens quittent un environnement. Oui. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de Break Room, le podcast où on parle de rapport au travail, d'entrepreneuriat et de communication en équipe, le tout sous forme de questions et jamais d'affirmations. Je suis Juliette Cadeau, je suis la fondatrice de l'agence Cadeau, l'agence qui vous aide à avoir des résultats réels grâce à des actions virtuelles. Et j'ai créé ce podcast pour parler de sujets importants avec mes équipes, avec mes salariés, Alma et Brian, autour de la communication, autour du rapport au travail, autour de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on commence fort avec un sujet s'intitulant « Est-ce que la Gen Z est vraiment feignante au travail ?» Autour de la table pour en parler, Juliette Cadeau, fondatrice et CEO de l'agence, bientôt 33 ans, toujours pas le permis. À ma droite, j'ai Alma Fall, qui est content stratégiste de l'agence, qui se ruine chez Diptyque depuis que je lui ai fait découvrir la marque. Et à ma gauche, j'ai Brian Bertrand, qui est chargé de communication de l'agence et qui écoute sur un air latino de Laurie en boucle depuis bientôt plusieurs semaines. On commence ? Yes. Alors, les gars, maintenant que vous avez la parole, je vais vous la laisser parce que quand même, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous pensez de ce sujet qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux? En plus, vous êtes des représentants de la génération Z. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez passer des contenus qui disent la génération Z, c'est une génération de feignants? Qui veut commencer? Vas-y, Alma. Au début, ça me foutait le seum et tout. Mais maintenant, je me dis, toutes les personnes qui font du contenu autour de ça, en fait, c'est juste pour faire des clics. Ok, Parce qu'ils savent que c'est un sujet qui fait parler. c'est vrai. Et ils savent qu'on est une génération qui se laisse pas faire. Donc, en fait, ils utilisent ça un peu pour gratter des vues. Et j'ai décidé de plus réagir à ça, en fait. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent vraiment ça? Notamment les gens qui vont... Et Brian, je te poserai la question après aussi à toi. Parce que moi, pour le coup, j'ai une milléniale, hein, je suis de 92. Toi, Alma, t'es une génération Z, Brian aussi. Je dis pas, on demande pas la date de naissance à une dame, donc je donne pas votre date de naissance. Pas que tu sois une dame, Brian, bien sûr. Mais pour le coup, en fait, voilà, c'est aussi, je voulais en parler avec vous parce que je trouve ça important de laisser la parole à tous. Et en fait, généralement, dans ces contenus, comme tu le dis, c'est vachement clivant. Oui. Il y a des personnes qui vont dire non, enfin, des personnes à la génération Z qui, logiquement, se défendent, Ouais. versus des personnes de ma génération ou celle d'avant qui vont dire, ah bah non, vous êtes des feignants parce que si, ça. Au-delà du contenu, qu'est-ce que toi, tu en penses quand les gens disent la génération Z est feignante? Moi, je pense qu'en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui comprennent vraiment rien à notre façon de vivre les choses, etc. Et dans l'écosystème dans lequel on est né et dans lequel on a grandi, où on a vu nos parents vivre certaines situations au travail qu'on n'a pas forcément envie de tolérer pour notre bien-être mental. Et surtout, on est une génération aussi qui privilégie beaucoup sa santé mentale, son bien-être, etc. dans tous les aspects de sa vie. Donc, je pense que c'est quand même lié à ça. Et de l'autre côté, je me dis, l'autre catégorie de personnes, c'est les gens qui sont jaloux parce qu'ils ont cheminé, en fait, une bonne partie de leur vie dans un écosystème pareil, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas, en fait, à se dire qu'ils méritent autre chose, qu'ils méritent mieux et que surtout, travail ne rime pas avec souffrance. Et je pense que ils sont jaloux un peu de ce que nous, dans notre génération, on a réussi à accomplir à ce niveau-là et les choses qu'on a réussi à imposer un peu dans le milieu du travail. Donc pour moi, en fait, c'est ces deux catégories de personnes-là qui comprennent pas forcément les choses ou qui ont juste du mal à l'accepter, en fait. Je pense qu'on en discutera aussi. Il y a peut-être un effet de bizutage aussi. Le côté, nous, on a vécu ça, donc je vois pas pourquoi vous le vivriez pas. Yes, D'ailleurs, Brian, maintenant que tu as la parole, c'est hyper intéressant aussi d'avoir ton point de vue à toi, sachant que tu es de la génération Z aussi. Même question que pour Alma. Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance qu'il y a autour aujourd'hui? Hier, on en discutait, tu vois, hier, on était chez des clients avec Brian, des clients à nous, hein, tous. Et en fait, on en discutait avec une des clientes. Moi, je disais, pour moi, il y a toujours eu une scission entre les générations, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle est particulièrement visible. T'en penses quoi, toi, Brian? Alors, moi, mon point de vue rejoint vachement celui d'Alma. Et le premier point à mettre en lumière, c'est que souvent, les gens qui prennent la parole sur ce sujet, ils ne sont pas issus de la Gen Z. C'est ça le premier facteur à prendre en compte. Et comme disait Alma, on a vu nos parents, nos grands-parents cravacher pendant des années. Même vos grands frères et grandes sœurs aussi. Même, moi, mes grands frères et grandes sœurs, ils sont quand même, on a 2 ans d'écart, donc on est un peu dans la même génération, tu vois.
Et le truc, c'est que j'ai vu, par exemple, ma mère cravacher pendant des années et des années dans la même entreprise, à s'en rendre malade, à tout le temps travailler pour un salaire qui n'évoluait jamais. Bon, la force derrière, c'était de nourrir sa famille, etc., tu vois. Mais au détriment de quoi? De sa santé mentale, de sa santé physique aussi parfois. Bah, bien sûr. Et non, c'est hors de question de continuer à répéter ce chemin-là. Et aujourd'hui, notre génération, je suis vraiment fier de faire partie de cette génération parce qu'on a réussi à changer de prisme. On n'est plus dans un espèce d'écosystème où on donne pour jamais recevoir. On donne du temps, on donne de notre expertise à une personne, à un employeur, tu vois. Et cette personne-là nous la rend moins en retour. Donc, on a ce manque de reconnaissance déjà. Et on a tellement vu ce chemin-là de par nos aînés que le truc, c'est qu'il est hors de question, moi en tout cas, que ma génération, ma lignée et celle qui va arriver derrière subissent ce genre de choses. C'est pas possible. Maintenant, on a réussi à ouvrir une brèche et il est hors de question qu'on la laisse se fermer. C'est hors de question. Ça me fait une belle transition vers moi parce que moi, je suis de la génération d'avant. Je suis de la génération des millennials. Moi, je suis né en 92, donc j'ai bientôt 33 ans, mais et toujours pas le permis. Mais pour le coup, en fait, moi, j'en avais fait un post LinkedIn et c'est aussi pour ça que je voulais en parler avec vous, pour vous donner la parole aussi. Oui. Mais parce qu'en fait, moi, je trouve que sans occulter le fait que évidemment, il y a des gens qui abusent, mais il y a des gens qui abusent dans toutes les générations. Oui, première chose, chaque génération dit que la suivante est une feignante. C'est vu depuis le démarrage, depuis Socrate. Hein. Il faut le savoir que ça avait déjà été écrit dans l'Antiquité, que dans les écris de Socrate. T'imagines le combat depuis longtemps. Mais c'est dans les écrits de Socrate où Platon, et peut-être que je fais une faute, et donc reprenez-moi en commentaire, ça fera des likes, ça fera des coms. Pour le coup, je sais plus si c'est Platon ou Socrate, mais qui disait en fait que la jeune génération des Athéniens ne voulait que s'amuser, etc. D'accord. Donc imaginez-vous depuis quand ça date. Toutes les générations ont dit ça de la suivante. Ouais. Mais pour le coup, je pense aussi qu'en fait, il faut arrêter de penser que chaque génération ne doit pas s'améliorer. Moi, je trouve que vous avez changé un truc parce que c'est ce que je disais dans mon post LinkedIn, c'est qu'en fait, nous, on a subi comme des zinzins, on a grandi, nous, dans une ambiance de travail dans laquelle on nous disait que le CDI, c'était le Graal absolu, qu'il fallait absolument avoir un CDI. Ça se voit encore aujourd'hui. J'ai pensé à ça avec le père d'une copine qui est hyper sympa, mais qui en fait dit à sa fille mais pourquoi tu retrouves pas un CDI alors qu'elle est en freelance et qu'elle fait 2 fois en chiffre d'affaires le salaire qu'elle faisait quand elle était en CDI, et en plus elle s'éclate. Et en fait c'est parce que nous on a été une génération matrixée par le CDI. On nous disait en fait quoi qu'il arrive, ce qu'il faut que t'aies, c'est un CDI. Et tant pis si à côté de ça, tu te fais maltraiter, tu te fais mal payer, tu fais des heures indues, tu fais des heures indues, etc. Nous, on s'en fichait complètement. Et donc, en fait, moi, je trouve que pourquoi il faut, pourquoi on voudrait que la jeune génération vive la même chose que nous alors qu'on en a souffert. Je trouve ça extrêmement toxique comme discours. En fait, c'est ce discours un peu bizutage de dire oui, moi j'ai vécu ça et j'en suis pas mort. Bah oui, mais il faut souhaiter meilleur pour les générations futures. Mais tu sais, je pense que c'est aussi en partie grâce à vous. Hein. Je pense que il y a le truc qui a éclaté. Oui, je pense que ok, la génération Z s'est rebellée, etc., etc. On l'a vu, mais en fait, c'est pas que notre travail à nous. Parce que je pense que cette histoire de santé mentale, etc., ça a commencé avec les millennials, en fait. Et cette envie de casser, en fait, ces traumas transgénérationnels, parce que dans la vie professionnelle aussi, il y en a énormément. Et je pense que c'est vous qui avez entamé ce travail et c'est ce qui nous a permis, nous, de commencer à avoir ces idées dans la tête. Ça a forcément germé quelque part et je pense que, exactement, je pense pas que c'est une idée qui est germée dans notre génération à nous. Je pense qu'on a juste fini le travail, entre guillemets, même si on a encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense que c'est vraiment vous qui avez commencé le truc. Mais moi, je pense aussi que déjà, merci, mais je pense aussi que le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, ça allait tellement loin qu'aujourd'hui, en fait, juste réclamer la normalité est devenu synonyme de fainéantise. Ouais. C'est-à-dire, en gros, faire ses horaires. Enfin, tu vois, il y a un moment où quand t'as des discours là-dessus, les gens vont dire ouais, non mais attends, tu finis à 17h30, t'es parti à 17h31, t'es pas investi dans ta boîte, tu vas pas faire une grande carrière. En fait, ça suffit aussi cette culture. Je pense qu'en fait, cette culture du présentéisme a fait beaucoup de mal et a complètement changé notre rapport et notre paradigme par rapport au travail, où en fait, on se dit que
se faire gueuler dessus, c'est normal, que faire des horaires complètement indus pour le même salaire, c'est normal. Enfin, je ne suis pas la patronne parfaite, mais j'essaye, moi, de distiller ça dans le management que je mets en place avec vous, de vous dire, en fait, dans cette boîte, l'actionnaire majoritaire et unique, c'est moi. Donc, la seule personne qui doit finir à minuit, c'est moi. Vous faites vos horaires, le reste, voilà, je prends en charge, etc. Mais pour moi, c'est hyper important, c'est une question aussi de justice. Je ne m'attendrai pas à ce que vous vous donniez à 200% et le fait que vous ne dépassiez pas vos horaires ou le fait que vous ne dépassiez pas vos tâches, etc., ne mettra pas en péril votre avenir dans la boîte. Ça, je trouve qu'en fait, moi, je pense aussi qu'on est allé tellement loin dans la toxicité par rapport au travail que les gens pensent que juste simplement demander la normalité, c'est-à-dire le respect du cadre du travail, est devenu synonyme de vous êtes feignant. Elle ne ment pas et on n'a pas eu de bonbons pour mentir. Merci de préciser ça. Mais là où tu disais que ta génération avait ouvert une brèche, c'est vrai. Mais il y a aussi le truc que notre génération, on a été aussi un peu biberonné à ce truc de si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est-à-dire que si moi j'ai cette vision-là, c'est clairement si j'ai cette vision-là et j'ai envie de le faire, quoi qu'il, je le ferai. Si c'est moi et moi, enfin c'est moi avant toute chose. Tu vois là où on disait tout à l'heure, on a vu nos darons cravacher pour rien en fait finalement. Oui, parce qu'en plus les anciennes générations ils mettent souvent en avant le côté loyauté à une boîte. Oui, mais c'est pas ta famille. Mais c'est une forme de manipulation. Hein. Je sais pas qui a lancé ce mouvement, dans quelle école ça a été appris et qui a répété ça. Je pense que c'est des schémas répétitifs. Je pense que c'est des schémas répétitifs et le truc c'est que c'est plus possible d'agir ainsi et il faut plus de patronnes comme toi. Il faut plus aussi de salariés comme nous entre guillemets, tu vois, de gens qui vont changer les choses. Améliorer aussi cette culture forcée du présentéisme. On en a marre, on n'en peut plus, on l'a vu plus que jamais avec le Covid, ou la Covid, je sais plus, mais ce truc de t'es pas obligé de rester jusqu'à 19h au bureau, et pour moi c'est limite un red flag, parce que ça veut dire que si t'es obligé de prouver que tu dois rester, déjà c'est que t'es pas assez efficient sur tes tâches, et aussi il y a ce truc de ça va vite se voir le côté faillot, tu vois. Non, et puis en plus, je vais dire un truc, moi, je le fais naturellement, mais il y a aussi un point de vue stratège, je vais pas vous mentir, c'est qu'en fait, quand t'offres un cadre de travail intéressant, tu fidélises les personnes avec lesquelles tu travailles, en fait. Tu vois, ça donne plus envie de dépasser quand tu vois que la personne la respecte. Après, je vous avoue que je le fais aussi en toute sincérité, j'avoue que moi, je le fais aussi beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai envie de péter les schémas. J'ai pas envie de faire vivre ce que moi j'ai vécu et ce pourquoi moi j'ai pleuré quand j'étais au travail. Ça, c'est super important pour moi, mais aussi, si on voit d'un point de vue stratégique, je comprends pas pourquoi personne ne met ça en place, parce qu'en fait, si tu veux fidéliser tous tes talents, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Tu offres un cadre de travail intéressant, les gens restent. Mais je pense que pour certains, c'est plus facile de rester bloqué dans leur prisme et d'en changer, tu vois, plutôt que d'en changer, dans le sens où parfois, on est malheureux, mais on est dans une situation où on est bien dans notre mal-être. Et c'est la même chose au travail. C'est tellement plus facile pour un employeur tyrannique, par exemple, d'aller recracher toutes ses frustrations envers sa tête de turc, tu vois. C'est peut-être un besoin de contrôle, en fait, aussi. Tu vois, de dire, voilà, il reste devant moi. C'est une forme de manipulation. Ouais. Ça englobe le contrôle, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une forme de manipulation et... c'est même pas, t'as pas de combat à mener avec ce genre de gens, c'est le long terme qui va dire, tu vois, si on se revoit dans 5-10 ans, t'inquiète, y a pas de problème mon gars, mais crois-moi que moi, ma société, elle va être pérenne et elle va faire du chiffre, et toi, peut-être que je t'emploierai, tu vois, du coup à ce moment-là. J'aime bien cet esprit de vengeance. Mais alors, j'ai une autre question pour vous, et ça va être intéressant aussi. Pour préparer cet épisode, parce que parfois je prépare des trucs, j'ai regardé, et je vous invite à regarder d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Amy Story. C'est une créatrice qui fait beaucoup d'investigations, ouais, tout à fait, qui fait beaucoup d'investigations, qui est même soutenue par le CNC, etc. Enfin, c'est vraiment super ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien. Et elle a fait un épisode récent sur la Gen Z, etc. Elle disait aussi que la scission entre les générations vient aussi peut-être du fait que la Gen Z est peut-être un peu des loulous pour utiliser le langage des jeunes par rapport par rapport au monde du travail où en fait, et il y a du coup cette espèce de rébellion qui se met en place
par un peu prise de réalité dans la tronche. C'est-à-dire que, moi, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que les réseaux sociaux, avec tous ces schémas de réussite qui sont montrés à outrance, parfois sur des arnaques, et le fait que on a dit à la Gen Z, faites un master et vous allez avoir 5 000 € de salaire en sortant, n'a pas rendu un peu la Gen Z avoir des attentes trop hautes et du coup, se prendre la réalité dans la tronche à un moment, tu vois, par rapport soit au salaire, soit par rapport au bien-être au travail, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je suis relativement d'accord, mais je pense que les écoles de commerce ont une grande part de responsabilité là-dedans, tu vois. Quand tu es étudiant, que tu vois les gens qui ont 10, 15 ans de plus que toi réussir à avoir une vie confortable, en tant qu'adolescent, tu as tendance à être pressé d'y être. C'est vrai. Et en fait, je trouve que les écoles de commerce, elles jouent vraiment sur ce point de douleur-là des adolescents pour faire leur marketing. Moi, je me souviens, quand j'ai intégré la mienne, ils étaient 13e meilleure école de France d'un classement qui, plus tard, j'ai appris que c'était leur propre classement. En fait, ce classement n'existait pas. Au moins, ils se sont pas mis premiers. Au moins, attends, tu dans vois. leur classement, ils se sont mis 13e. Ouais, ils se sont mis 13e et tout, tu vois. Même, Pour faire pour pas trop honnête. mentir, tu vois. Pour équilibrer le truc. 13, c'est un chiffre bizarre, non Je sais pas, moi, franchement, j'y ai cru. Je pense qu'il doit y avoir un biais psychologique avec le Bien chiffre sûr, 13, parce que moi, je suis tombée dedans, tu vois. Après, j'ai pas appris... Enfin, je vais pas dire que j'ai rien appris dans ce master, mais je dis qu'on m'a beaucoup pendu de rêves. Et moi, dans ma tête, c'était OK, là, je suis en école de co. C'est pas la meilleure de France. C'est pas la pire non plus, tu vois. J'ai des bons profs. Je fais des SWOT, des pestels et les 4 forces de porteur. Et en fait, je me disais, écoute, c'est bon, je sais faire des stratégies de com, je sais faire des stratégies de marketing. Je suis trop forte parce que j'ai retapé le marketing de certains yaourts, tu vois. Donc, en vrai, je suis quelqu'un. Ouais. Et de toute façon, ça fait 1 an et demi qu'on me rabâche à l'école qu'à la sortie de ce master, c'est sûr que toutes les entreprises du CAC 40 vont vouloir s'arracher mon profil. Donc, en vrai, terminé l'agence cadeau. C'est pas plus mal, cela dit. Je suis très heureuse d'être là. Mais j'ai eu une très grosse désillusion en sortant de ce master et en étant directement confrontée au marché du travail. En me rendant compte que tout ce que j'ai à tout péter, c'est peut-être 9 mois d'expérience en stage où j'ai absolument rien appris. Parce que dans la pratique, en fait, tu apprends qu'il y a les aléas de la vie qui font que, et puis il y a les spécificités de certaines entreprises qui font que c'est pas un SWOT qui va faire que la stratégie de communication, elle va être incroyable, en fait. Donc là, je parle pour le marketing, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui font que, en tant que jeune, on n'est pas vraiment confronté à la réalité. Et c'est pour ça que je trouve que ce podcast, il est d'utilité publique, parce que pour toutes les personnes qui se lancent dans la communication, dans le marketing, etc., qui pensent que c'est tout beau, c'est tout rose, en fait, les gars, faut travailler dur, comme dans tout métier. Faut s'investir. Faut avoir de l'expérience. L'expérience que les gens demandent, en fait, c'est pas pour embêter le monde. C'est parce que dans les faits, c'est pas simple. Et ça demande énormément de travail. Donc, je pense que c'est vraiment lié à ça, le fait que les jeunes, après, soient confrontés à la réalité et que ce soit hyper dur. Je pense que les écoles ont une grosse part de responsabilité. Je pense aussi que les professionnels qui glamourisent le milieu ont aussi une grande part de responsabilité parce là-dedans. Que pour moi, c'est aussi, vous êtes la génération. Moi, pour le coup, j'ai connu la vie sans Internet. Bon, après, moi, on a commencé, c'était quand j'étais gamine, etc. Mais vous avez grandi dans les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que moi, les réseaux, ils sont arrivés quand j'étais au lycée. Le Facebook, c'est la première fois. En France, c'était vers 2008-2009. Alors, c'était déjà lancé depuis un moment aux États-Unis, mais la démocratisation. Moi, je me rappelle, j'étais en seconde, 2007. Et oui, pas 7 ans. On oublie, oui, mais c'est comme ça. Et mais du coup, tu vois, vous avez grandi dans les réseaux. Oui. Et je me demande aussi si ce côté, tous les discours aujourd'hui qu'il peut y avoir sur les gens qui essayent de vendre leur formation, etc., ne participent pas à ça. En disant, en fait, l'argent, c'est facile. Il suffit de faire ça, ça, ça et ça. Et du coup, effectivement, quand tu arrives dans une entreprise, tu as un Master 2. En plus, tu as suivi, je ne citerai aucun nom pour pas, voilà. Tu as suivi plein de gens sur les réseaux qui te disent que l'argent, c'est très facile d'en faire, etc. Tu arrives, on te propose un salaire au SMIC ou un petit peu plus élevé parce que l'entreprise n'a pas plus à offrir. Tu vois qu'en plus, il faut que tu travailles, etc. Effectivement, il y a de quoi se dire, en fait, non, moi, ça me fait chier. Et donc, de se créer cette image de feignant derrière, quoi. T'en penses quoi, toi, Brian, à ce niveau-là, est-ce que les écoles et les réseaux ont pas créé, en fait, un côté un peu désillusion pour cette génération, la vôtre?
Moi, je pense que avant toute chose, ce qui me manque, c'est dans tout ça, c'est de l'honnêteté, de l'accompagnement. Faut pas oublier que les écoles, quelles qu'elles soient, c'est avant tout une boîte, une entreprise, C'est et du elles veulent business. faire de l'argent. C'est un sacré business, hein, les écoles. Moi, pour On ouvre une école. Je une blague. académie en ligne, en vrai, ça peut être une super On a idée. dit pas de formation en ligne. je voulais Pas dire. de formation en ligne. Mais non, mais si je pourrais donner un conseil, moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est renseignez-vous sur l'établissement que vous allez intégrer. Est-ce que le diplôme est certifié Calliope? Est-ce qu'il a une vraie validation auprès de l'État français? Oui, est-ce Ou qu'il est, est-ce qu'il a encore. un accord avec l'État parce que Est-ce qu'il ça, oui, voilà, il y a des est-ce qu'il est points, reconnu par l'État en fait? Ouais. Est-ce qu'il est réellement reconnu par l'État? Est-ce qu'il y a une valorisation à l'étranger? C'est le critère numéro 1 que Oui. je voulais voir sur mon diplôme avant Ah, d'intégrer ouais. mon établissement. Et par-dessus tout, demander le maximum d'informations, de fichiers, de documentation sur la formation que vous allez intégrer avant de signer quelconque contrat, puisque on le sait, les petites lignes qu'on lit jamais, mais qu'il faut lire aussi, petit conseil, dedans il y a souvent un délai de rétractation de 5 minutes, quoi, finalement. Donc au moment où tu as signé et tu remarques qu'il y a un petit couac et finalement tu peux pas, donc à ce moment-là tu t'es perdu dans une boucle parce que tu t'engages. En plus, que ce soit pour un bachelor ou un master, c'est 3 ou 2 ans. Et faut vraiment avoir les épaules, le dos large, quoi, quand tu t'engages comme ça. Donc moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est renseignez-vous. Et surtout, dites-vous que ce qui va primer le plus dans l'apprentissage, c'est l'autonomie. Essayez d'être proactif, d'être un peu autodidacte. Généralement, quand on choisit le métier de la com ou du market, c'est pour tout ce qui englobe aussi également la créativité autour. Donc c'est un peu un métier passion, tu vois. Donc moi, c'était un peu les critères, ma checklist avant d'intégrer l'établissement. Et surtout, choisissez une bonne boîte, une bonne alternance. Faites-le en alternance, c'est génial parce que vous avez la double casquette où il y a l'expérience terrain. Et ça, mais vous pouvez avoir fait 4 ans d'école en théorie et un an, une année en alternance, mais l'alternance, ça va vous apporter tellement plus. Moi, je peux pas vous dire parce que j'ai pas fait l'alternance, mais dans le sens où en fait, moi, j'ai pas les études de ce métier et en fait, je ne peux que louer l'expérience terrain. Hein. C'est l'avantage Clairement. quand on fait un métier qui n'est pas réglementé. Bien sûr, être chirurgien autodidacte fonctionne beaucoup moins bien que de faire de la com. Juste une petite question aussi, les amis. On en parle aussi depuis tout à l'heure, mais ça peut être intéressant de vous poser la question à vous. Est-ce que selon vous, la génération Z, donc votre génération, a moins la valeur du travail? C'est aussi ce qu'on lit souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah tiens, Brian, puisque tu as commencé. Non, mais faut arrêter tous ces trucs. La Gen Z. En fait, la Gen Z, elle a changé beaucoup La de Gen Z, choses. elle en a marre. Elle n'en peut plus. Elle a bousculé des choses. Elle a modifié un ordre établi qui était là depuis trop longtemps, qui était établi par quelle personne, par qui, quelle assemblée, qui a fait ça. C'est biaisé. Il faut C'est revoir les lui. fondations. Et c'est là où nous, on est arrivé en mode, mais attendez, pourquoi depuis tant d'années, vous ne dites rien et c'est à 55 ans, 60 ans que vous vous réveillez pour attendre... pour attendre quoi, en fait? Moi, ma vie, je me dis, et c'est comme mes frères et sœurs, et comme toutes les gens qui m'écoutent, qui ont mon âge, et j'espère que c'est comme ça qu'on raisonne tous ensemble, il est hors de question qu'un jour, je me retourne et je me dise... Oh, purée, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi? Parce que on m'a mis ça dans la tête, on m'a mis ces croyances limitantes, on m'a expliqué que c'était pas possible. Et moi, dans la vie, plus que tout, ça fait partie intégrante de mon caractère, c'est le culot et c'est vraiment d'aller renverser un ordre établi. Parce que c'est impossible et c'est inconcevable pour moi qu'on reste dans le même prisme qu'on était il y a quelques années. C'est hyper intéressant ce que tu dis et moi je trouve ça bien parce qu'effectivement moi je trouve qu'il y a vous avez un côté moteur cette génération sur le côté en fait on a envie de bousculer les choses, mais est-ce que selon toi ça veut dire que vous n'avez pas la valeur du travail, c'est-à-dire en gros la valorisation. C'est vrai que j'ai pas du tout répondu à la question. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on n'a pas la valeur du travail? Non, bien au contraire. On est dans, je pense, sans jeter des fleurs, qu'on a une conscience un peu plus maligne, dans le sens où on a plus d'outils aussi également. Entre nos mains, faut se le dire, on a plus de chance. Bien sûr. On a eu l'arrivée d'Internet et de nos jours en 2025, c'est plus accessible, plus facile entre guillemets de faire de l'argent en ligne sans être dépendant géographiquement de quelque chose. Mais le truc, c'est que la Gen Z, pour moi, c'est oui, mais toi, tu fais 1 200 € en 35 heures. Mais si je peux les faire en moins de temps
je le fais, tu vois. Si en 14 heures, je peux me faire 2 000 €. Oui, mais tout le monde n'a pas envie, en revanche. Tout le monde n'a pas envie, mais alors, dans ce cas-là, pour moi, il faut pas que tu me dises que j'ai pas la valeur de l'argent, tu vois. Alors, moi, je te parlais de la valeur du travail. La valeur du travail. Ah, purée. Oh, bon, je peux rebondir là-dessus. En fait, ma question, c'est plutôt, en gros, est-ce qu'on dit souvent que ça va avec la fainéantise, c'est la valeur du travail, c'est en gros le pragmatisme de on n'a rien sans rien. Je parle pas de méritocratie ici, ça n'a rien à voir parce que vous savez très bien ce que j'en pense, moi. Je pense que la méritocratie n'existe pas vraiment et qu'on est aussi conditionné avec la chance qu'on a à la naissance. Ça fera l'objet de notre podcast. Mais du coup, moi, c'est plutôt pour te poser la question, parce qu'on dit souvent, qu'en gros, vous n'avez pas la valeur du travail, que vous êtes en train de glander toute la journée, etc. Tu vois, c'était plutôt ça ma question, plus que l'argent, parce que attention, pour moi, l'argent, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, il y a des personnes qui gagnent 1 200 € en 35 heures parce qu'elles en ont envie, parce qu'elles font un métier passion. Elles font un métier vocation également. Toutes les personnes qui font par exemple des métiers dans le social, ne sont pas des métiers qui gagnent beaucoup. Voilà, tu vois. Ça, c'est bien dommage d'ailleurs parce que c'est des gens qui. C'est un autre débat, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste en fait, faut pas fustiger non plus les choix des autres. Moi, c'est un truc sur lequel je fais attention aussi là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une part de flemme. Ouais. Désolée, mais je vais être honnête. Oui, non, mais elle a raison. Il y a une part de flemme. Il y a aussi cette urgence. Enfin, moi, je sais que cette urgence, je l'ai. Je me dis, et si demain je meurs, genre, si demain tout s'écroule, si demain je me réveille dans une autre vie et que je me rends compte que la vie que je vis actuellement, c'est un rêve. Je sais pas, je suis un peu perchée des fois. Question, juste, je te coupe, excuse-moi. Est-ce que c'est, d'après toi, conditionné avec le monde dans lequel vous avez grandi à votre âge? C'est-à-dire qu'en fait, on oublie un peu souvent, nous, les millennials et les générations d'avant, que c'est une génération qui a grandi avec le fait qu'on leur disait, demain, il y aura plus de planète, ça va exploser, le réchauffement climatique, etc. Ouais, moi, j'ai très peur que demain tout s'arrête. Et du coup, même pas par rapport à ça, on voit beaucoup de jeunes qui meurent. Les gens, tu meurs dans ton sommeil, t'es kidnappé, t'as le cancer, t'as ci, t'as ça. On sait pas, en fait. On sait pas de quoi demain est fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération qui vivent avec cette peur constante que demain, tout s'arrête. Et en fait, tu dis, pourquoi est-ce que je profiterai pas de chaque jour? Et pourquoi travailler dans ces cas-là? Exactement. Des fois, tu te dis, mais merde, alors pourquoi, en fait, tu vois? Je pense qu'il y a ça et je pense qu'il y a aussi une grosse part de flemme. Pour moi, c'est les deux. C'est l'envie d'être en vacances, des fois, quand il fait gris. Oui. C'est la flemme de se lever pour aller travailler, que toutes les générations ont connu. Mais je pense que nous, on est un peu trop à l'aise avec le fait de pas se lever. Et je suis désolée. Et je pense qu'il y a aussi, cette urgence où on se dit que tout peut s'arrêter à tout moment, en fait, et qu'on a envie de profiter de chaque minute qu'on a. Moi, je pense que les gens qui disent que la Gen Z est feignante, etc., c'est surtout aussi qu'on oublie un peu qu'on a été jeune aussi. Parce que je peux vous dire qu'à leur âge, moi, j'avais pas envie de monter ma boîte. Parce que moi, je fais du 7h, 19h en bossant. Hein. Donc moi, je bosse 12 heures par jour. Je me fais facilement du 70 heures par semaine au minimum. À 20 ans, ça me faisait chier. Hein. Et puis en plus, c'était pas ma boîte. Là, je le fais aussi parce que c'est ma boîte, parce que je suis dans une autre phase de ma vie. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pas en 2020 en train de faire des apéros visio et de me flinguer au chenil hydroalcoolique. J'étais en train de sortir avec mes potes, etc. Donc aussi, il faut pas oublier tout ça. Je trouve qu'en fait, les gens voient beaucoup par leur prisme et on oublie aussi que qu'à 20 ans, à part, vous aurez toujours des exemples des exceptions qui confirment la règle, mais pour moi, à 20 ans, en fait, on avait tous la flemme de bosser. Moi, j'étais pas une grande carriériste à 20 ans. Mais je pense que pardon, excuse-moi. Mais je pense en fait que le Covid, il a beaucoup joué. On a tendance à oublier le Covid. Moi, je sais que des fois, je parle de ma vie et 2020-2022, je l'occulte un peu. Et en fait, quand j'analyse, ça a eu un énorme impact sur ma vie, sur ma façon de voir les choses, etc. Rester enfermée pendant au moins une année, en fait, ça m'a fait un électrochoc. Tu m'étonnes. On s'est levé un matin, on était tous enfermés chez nous, on pouvait plus sortir, c'était l'apocalypse dehors. Enfin, on avait l'impression d'être dans un film d'horreur. Ouais, et on oublie que le premier confinement, on avait tous peur. Exactement. On savait pas de quoi on allait être fait, tu vois. Collective. Exactement. Et je pense que ça a créé, ça a fait tilt en fait dans la tête de beaucoup de gens, surtout de notre génération, parce qu'on s'est dit, on est jeunes, on nous a toujours dit que demain tout pouvait s'arrêter. Là, c'est arrivé. Ça s'est arrêté pendant un moment. On n'allait plus à l'école. Tous les trucs qui étaient essentiels, c'était mort, en fait. On a perdu des proches. Enfin, il s'est passé des trucs de fou. Et en fait, c'était la preuve que oui, réellement, tout pouvait s'arrêter. Et en fait, je pense que ça a créé un truc où on s'est dit, on va plus accepter des choses parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait, quoi. Tu voulais rebondir, Brian? Prise de conscience Covid, prise de conscience collective pour tout le monde. C'est vrai de se dire que demain
tout peut s'arrêter. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, enfin toi je sais pas, mais moi je sortais du bac, donc il y avait ce truc de. Punaise, ouais. En plus, pardon, mais on a vu un printemps magnifique. En plus, c'était horrible. C'était horrible. Beau. Moi, je me rappelle encore. J'étais en mode, mais le monde est contre nous. Mais clairement. C'est vrai que je m'en rappelle. En plus, quand on avait été déconfinés, c'était en février, il me semble. Non, ça avait été le premier confinement, c'était mi-mars jusqu'à mai. Jusqu'à mai. Oh, t'imagines quand même l'histoire. Puis après, on avait des masques et tout. Les masques, horrible. On faisait quand même, rappelez-vous, des dérogations pour sortir de chez nous, acheter des commissions. Ou alors, il y avait les footers, là, les runners partout dans Paris. Tout le monde était sportif d'un coup. Tout le monde courait. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué aussi sur votre génération, de se dire, en fait, pourquoi je me ferais chier autant au travail, pardon pour la vulgarité, mais alors que tout peut s'arrêter d'un coup, etc. Est-ce que c'est pas mieux parce que ça amène un côté vie pro, vie perso. Moi, je pense sincèrement qu'en fait, il y a une scission qui a été hyper forte et qui a été, comme tu le dis très bien, corroborée par le Covid. Et donc, en fait, on a eu l'ancien monde très toxique dans sa manière de travailler, en mode, quand tu prends ton sac à 19h, t'as pris ton après-midi. Ouais. C'est horrible, ça, t'imagines Et donc, il y avait ce monde-là qui a été cassé d'un coup par le Covid et par une génération qui en fait a été un peu traumatisée, parce qu'on peut en parler aussi, un peu traumatisée par le Covid et par le fait que... imaginez ce que ça fait sur des cerveaux en construction. Moi, pendant le Covid, quel âge j'avais ? Si j'avais 5 ans de moins, j'avais 27, 26 J'avais ans. 21 ans, j'ai fêté mon anniversaire enfermé chez moi. Tu vois, non mais imagine... Et on dit que maintenant que l'adolescence, en fait, c'est jusqu'à 25 ans, donc t'es un peu en construction mentale aussi, jusqu'à tes 25 ans, et même après, parce que de toute façon, tu peux aussi vivre des traumatismes à l'âge adulte. Mais je pense qu'on a un peu occulté tout ça. J'ai une question pour vous aussi, les amis. Est-ce que, d'après vous, le fait que la génération Z tape du poing sur la table et peut être considérée comme feignante par les anciennes générations est aussi dû au fait que la Gen Z est en position de force sur le marché du travail ? Je dirais pas ça. Est-ce que d'ailleurs, selon vous, parce qu'il y en a qui disent ça, est-ce que selon vous, la Gen Z est en position de force sur le marché du travail ? Non, je dirais que c'est grâce aux réseaux sociaux. Oui. Le fait d'être influenceur, c'est devenu quand même assez accessible comparé à 2019-2020 où les youtubeurs c'était des grosses stars, etc. Aujourd'hui, on a les nouvelles stars du nouveau monde et les TikTokers. Donc, c'est devenu plus simple de gagner de l'argent sans faire beaucoup d'efforts, en fait. Comme tu le disais. C'est ça. Et c'est aussi devenu beaucoup plus simple de faire un business en ligne. Oui. On voit que sur TikTok, les gens en ont un peu marre des gens qui vendent des e-books, des gens qui vendent des formations, des gens qui vendent ci, qui vendent ça. Donc, je pense qu'aussi que c'est beaucoup lié à la démocratisation des réseaux sociaux et aussi au fait que ça donne l'image qu'on peut se faire de l'argent facilement en très peu de temps. Moi, je sais que j'ai des copines influenceuses qui ont vraiment qui ont énormément d'abonnés et qui ont bien réussi. Et la question qu'elles me posent tous les jours parce qu'elles sont encore en études, c'est OK, j'ai fait un master, je vais travailler parce que mes parents ont payé, ou je vais travailler parce que j'ai fait un prêt et que j'ai quand même investi du temps, etc. Mais je vais me faire en un mois ce que je me fais en une collab. Ouais. Pourquoi est-ce que je vais aller travailler, en fait ? Mais du coup, est-ce que d'après toi, la génération Z, elle est en position de force sur le marché du travail? En gros, c'est elle qui choisit ses boulots et elle est plus, elle peut être un peu plus picky, tu vois, un peu plus exigeante sur les entreprises dans lesquelles elle a bossé. Je dirais pas ça parce qu'en ce moment, c'est facilement vérifiable. Vous pouvez aller voir sur Twitter. Vous tapez juste offre d'emploi et vous verrez que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de travail en fait. Merci, j'allais rebondir. Voilà. Je pense pas que la Gen Z on n'est pas du tout en position de force, au contraire. Voilà. Je pense qu'il y a des alternatives comme tu le disais avec l'influence. Exactement, il y a des alternatives avec l'influence. Il y a aussi des alternatives avec le fait d'être freelance. Ça se démocratise de plus en plus. Avant, les gens, ils avaient peur d'être freelance ou d'être consultant. Maintenant, les gens, ils saisissent l'occasion. Tout à fait. Donc, je pense que c'est juste qu'on a plus d'options. Plus d'alternatives, Plus d'alternatives, etc. Mais c'est toujours aussi difficile et on n'est pas du tout en position de force, au contraire. Je suis assez d'accord. Et toi, Brian, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, pour donner un exemple concret et parler factuel, pour trouver une alternance, j'ai postulé à plus de 300 offres d'emploi. Je vous jure, j'ai un tableau Excel de reporting. Et pourtant, j'ai vraiment optimisé à mort ma candidature, audité tous mes profils, mon LinkedIn, mon CV, ma lettre de motivation, etc. Et le truc qui revenait à chaque fois, c'est que j'avais pas assez d'expérience. Alors pour une alternance ? Pour une alternance en dernière année d'études supérieures,
Et le truc aussi, c'est que mon profil est quand même assez hybride et hyper autodidacte, dans le sens où... polyvalent plutôt. Plutôt polyvalent, pardon. On peut dire ce qu'on veut de mon profil, mais l'expérience, non. Vous direz ce que vous voudrez de son profil. Pas que je manque d'expérience. Et le truc, c'est que je pense que notre génération, elle a réussi à craquer un petit truc. C'est que on repart toujours de la brèche ouverte, hein, mais c'est que on a l'accès à l'information, donc l'accès à la formation aussi en ligne. Plus facilement. Là où avant, c'était plus compliqué d'aller trouver quelque chose, d'aller se former. Il fallait aller à une école, il fallait trouver quelqu'un qui puisse t'inscrire, un dossier, machin. Maintenant, tout ça, c'est supprimé et du coup, le chemin, il est beaucoup plus raccourci. Donc, du coup, on peut se former, on peut monter un business en ligne et se faire une auto-entreprise plus facilement. Donc, du coup, on est dans ce truc où on veut mieux travailler. On veut pas travailler plus pour gagner plus, on veut mieux travailler. Ouais, et du coup, moi, je suis pas sûre non plus que vous soyez en position de force sur le marché du travail. C'est quelque chose qu'on lit souvent. En fait, je pense que les entreprises se sont mis elles-mêmes en position de faiblesse sur le marché du travail. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a un boom de l'entrepreneuriat. Moi, je me suis lancée quand j'étais quand j'étais en micro avant de créer l'agence. Je me suis lancée en 2019. En 2019, il y avait très peu d'infos. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a que 6 ans. Hein. Ouais. Mais il y avait très peu d'infos. Tu te renseignais rapidement sur l'URSSAF, etc. Moi, c'est mon amie Sophie, je t'embrasse, ma Sophie, qui m'a aidée parce qu'elle était déjà freelance à l'époque, mais c'était c'est mon podcast, je vais embrasser mes copines. Dis donc, héros. Et en fait, mais c'était très très rare. C'était un ovni, Sophie, tu vois, dans mon cercle personnel et professionnel. C'était un ovni de faire du freelancing, etc. Moi, je l'ai fait par défaut, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, là, on a un boom, mais les gens qui se mettent en freelance, en micro, ils viennent pas de nulle part. Non. Ils sont pas nés hier. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent d'entreprises. Et je pense que c'est là où les entreprises se sont mises elles-mêmes en position de faiblesse sur le marché du travail, en prenant soin de la com externe. Et vous avez bien raison. Et si vous avez besoin de com externe, n'hésitez pas à faire appel à nous. Mais pour le coup, ils ont négligé la com interne. Et donc, en fait, ça a créé des problèmes de management. Ça a créé des problèmes de fidélisation des talents. Et il y a des études qui le montrent. Les gens ne quittent pas un salaire. Hein. Les gens quittent un environnement. Oui. C'est-à-dire que la première cause de démission, ce n'est pas le salaire qu'on vous paye, c'est l'environnement de travail dans lequel on est, le management, etc. T'as tellement raison. Et pour moi, en fait, c'est ça. Les entreprises se sont mises elles-mêmes en position de faiblesse. Moi, je le vois dans une de mes expériences salariées. C'est aussi pour ça que j'ai pris du coaching en management quand je vous ai eu aussi à l'agence, parce qu'en fait, moi, j'ai vu passer des collègues qui sont passés de collègues, donc homologues, même niveau, à supérieur. Et en fait, le management, pour moi, on peut en avoir de l'inné. Il y a des gens qui sont meilleurs managers naturellement que d'autres, mais ça s'apprend. Et en fait, moi, je me souviens dans une de mes expériences salariées, c'est aussi un petit peu comme ça qu'on s'est quittés, où j'avais dit au patron, je lui fais, mais cette personne n'est pas une bonne manager, il faut que tu la formes. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est, mais qu'est-ce que t'as contre elle? Je dis, mais rien. Ce n'est pas personnel. C'est juste, en fait, elle n'est pas bonne manager naturellement. Et le management, ça s'apprend. La discussion de sourds, quoi. C'est ça. Contre elle. Donc, effectivement, moi, j'ai ouvert une brèche aussi parce que j'ai pas mal gueulé quand j'étais salariée. Moi, je suis pas de la génération Z, mais quand j'étais salariée et que j'étais payée au SMIC, je peux vous dire que j'avais dit à mon patron, je lui fais, OK, je reste au SMIC. Par contre, je te jure que je fais mes horaires, c'est-à-dire 9h midi, 14h, 18h. 18h05, j'étais dans la cour avec mon sac. Parce qu'en fait, je lui ai dit, si tu veux pas m'augmenter, je n'augmente pas mon temps de travail. C'est juste de la justice. Complètement. Mais c'est du donnant-donnant. Voilà. C'est ça aussi. Équilibré. Et tiens, ça, c'est une très bonne façon dont tu le dis aussi, Brian, c'est qu'en fait, on a un petit peu oublié que, en fait, les personnes qui bossent pour nous font quelque chose. On n'est pas en train de leur donner un salaire gratuitement. Elles prêtent leurs compétences à l'entreprise. Clairement. Et tu as l'impression, en fait, en tout cas moi dans ma génération, qu'en fait, il fallait limite vénérer la personne qui t'avait offert un CDI parce qu'elle t'offrait un CDI. Genre en mode vraiment. J'ai trop une question pour vous, les gars. Vas-y. Est-ce que vous pensez qu'être un mauvais manager, c'est lié à être une mauvaise personne ou pas? Je m'explique. Je pense que, de mon point de vue, c'est mon opinion, que la personnalité, elle joue un grand rôle dans le management. Parce que les gens qui ont un esprit de supériorité, lorsque vous êtes d'égal à égal, ils peuvent pas forcément l'exprimer parce que vous en êtes au même stade. Et admettons que tu as un collègue... Manager. Exactement. Ouais. Tu as un collègue qui te déteste en secret, etc. Ou juste il est jaloux de tes compétences et il passe manager pour X ou Y raison. Il va forcément te le faire payer quand il sera ton manager. Donc, je pense qu'il y a aussi plein de choses qui jouent et plein de trucs qui font que certains sont des mauvais managers. En fait, OK, il faut se former, etc. Mais je pense qu'il y a aussi la conscience professionnelle
Il y a la personnalité aussi qui joue énormément parce que si je prends pas les gens de haut, pour moi, de facto, je peux pas être un mauvais manager. Je pense que les problèmes qui sont liés au management et ce qui peut être difficile, c'est par exemple de devoir engueuler ton N-1. Pour moi, c'est vraiment dur en ce qui me concerne. Des fois, quand je dois remonter les bretelles à Brian, moi, quand je dois te remonter les bretelles à toi, vous voyez, là, c'est le triangle. Le triangle des bisounours. On est vraiment bisounours. Je me prépare un peu et je me dis, OK, alors, comment je peux lui dire les choses sans qu'il ait l'impression que je suis en train d'abuser du pouvoir que j'ai, que je suis en train d'être méchante avec lui, ou que... C'est injustifié. Exactement, c'est injustifié, tu vois. Et je trouve qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir, en revanche, tu vois, à engueuler leur N-1 ou, tu vois, qui sont pressés, qui a un problème pour venir dire quelque chose. Et je pense que c'est fortement lié à la personnalité, c'est mon avis. Mais du coup, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour te répondre, et je vais te laisser la parole, évidemment, Brian, parce que ça va être hyper intéressant d'avoir ton point de vue, parce que pour vous contextualiser, Brian est managé par Alma et moi, mais surtout par Alma, et moi, je manage Alma. On est en cercle là-dessus. Mais du coup, effectivement, pour moi, je pense que c'est pas forcément de la personnalité, mais plutôt de la névrose. Je pense, et on en parlera dans l'épisode 2 qui va porter sur la santé mentale, je pense qu'en fait, et ça c'est encore une fois tout personnel, moi aussi, je pense que tout le monde a besoin de voir un psy, parce qu'on est tous névrosés. Et je pense, alors peut-être, qui de la personnalité ou qui de la névrose, mais en tout cas, je pense effectivement que c'est des choses pas réglées, qui peuvent se régler. Donc, un complexe de supériorité, ou d'infériorité, d'où ça vient? Est-ce que c'est une blessure dans l'enfance? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est, etc. Je pense sincèrement qu'en fait, tu as totalement raison, mais je mettrais plutôt à la place de personnalité le mot névrose, le mot de santé mentale, tu vois, parce que il y a des gens qui sont complexés, mal dans leur peau, et qui du coup, effectivement, le font payer. C'est les relations toxiques, etc. Finalement, n'oublions jamais que même si on parle de travail, ça reste une relation d'humain à humain. Donc en fait, une personne en face qui manage ou qui est managée répond aussi avec son propre prisme de névrose, de traumatisme, etc. T'en penses quoi, toi, Brian? Moi, je pense qu'il y a de la névrose et il y a une partie qui révèle clairement comment tu es, comment tu fonctionnes. La personnalité, du coup. Clairement, quand on attribue un pouvoir, on va dire, tu vois, à un manager, ça reflète, ça en dit long, en fait, sur comment il est, comment il voit les choses, comment il communique avec toi. Comment est-ce qu'il mâche un peu ses mots pour pas que ça soit mal interprété? Est-ce qu'il t'accorde? Est-ce qu'il te respecte? Tu vois, ça en dit long sur ça. Parce qu'on part au début de juste un N+1, tu vois. Et le truc, à la fin, où tu te dis, je sais pas si je pense que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un manager affreux, abominable, où tu te dis, putain, mais je suis vraiment une... Non, franchement, c'est affreux parce que t'es là, tu te dis à la fin, putain, mais je suis naze, quoi. Je sais rien faire. Ce mec, il a raison. C'est un dieu. Il sait tout faire, en fait, finalement. Comment il arrive à faire ça? Alors que, en vérité, c'est beaucoup d'illusion. C'est beaucoup de paraître, tu vois. Souvent, les managers, c'est pas des gens qui ont plus de compétences que toi, non. Parce que on glorifie. Ça va dépendre. Peut-être plus d'ancienneté. Peut-être d'ancienneté. Mais par contre, c'est là où aussi, effectivement, moi, je trouve que tu amènes quelque chose d'intéressant. C'est le côté... Est-ce que l'ancienneté fait que tu es bon manager? La réponse est non. Et ça, c'est un truc dont j'avais parlé aussi sur LinkedIn en disant, en fait, le problème en France aujourd'hui, c'est que toute promotion est accompagnée de management, alors que certaines personnes n'ont pas envie de manager. Et n'ont pas les compétences pour. Et aussi n'ont pas envie, parce que imagine si demain je te dis, bah Brian, tu vas faire que cette tâche-là, alors que c'est la tâche que tu détestes le plus faire, bah évidemment, tu vas pas aimer, tu vas pas être de bonne humeur, tu vas pas être content, même si on a tous des tâches qu'on n'aime pas faire et qu'on fait aussi par obligation, c'est normal, tout n'est pas tout rose, mais si demain je te dis, bon bah tiens, maintenant tu es responsable de ce pôle-là, un pôle que tu détestes, bah c'est sûr que tu vas pas te donner à 200%, et puis que tu vas partir rapidement. Donc en fait, c'est ça. Moi, je pense aussi que tout le monde ne fait pas bon manager, et en fait, tout le monde n'en a pas envie, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, si on va te dire, tu as une promotion, la promotion, si tu manages, bah, généralement, les gens, ils vont pas dire non à la promotion, ils vont prendre le management qui va avec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Puis, franchement, ça me révolte ce genre de discours que j'ai pu entendre de la part d'anciens responsables, où vraiment tu finis vraiment par te remettre en question. Moi, c'est ça vraiment à la fin, in fine, qui me fout la haine, quoi. Tu te dis, mais en fait, mec ou meuf, c'est toi qui fais mal ton job, c'est toi qui communique mal, c'est toi qui manque réellement de compétences et d'empathie, et c'est moi qui me remets en question pour nous deux,
pour des choses dont je ne suis pas forcément à 100% responsable. Ça, Parce que c'est c'est toujours équilibré, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer aussi, c'est le côté faute partagée. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une erreur, c'est que il peut y arriver d'avoir une erreur unilatérale. Voilà, ça arrive, parce qu'on fait tous des erreurs. Et Bien surtout, sûr. déjà, il y a un truc à comprendre qui est important, c'est qu'une erreur n'est pas une faute. Ça arrive de faire des erreurs. C'est pas la fin du monde. Oui, c'est surtout, mais c'est pour ça qu'en fait, une erreur n'est pas une faute. Une erreur, c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est une leçon, quelque part. même, ouais, après, sans partir dans le côté développement personnel, mais dans le sens où, en fait, mais j'aime bien, hein, mais dans le sens où, en fait, tu vois, juste, parfois, il faut pas toujours surinterpréter les choses. Ouais. Parfois, tu fais juste des erreurs d'inattention, que ce soit une faute d'orthographe, un problème d'horaire, ou des choses comme ça. Mais en fait, parce que juste, ça arrive. Et le truc, effectivement, d'en faire une affaire d'État, ça amène à des remises en question complètement inutiles, alors qu'en fait, juste se dire, ok, alors, dans ces cas-là, faute partagée, mauvaise communication d'un côté et du coup, mauvaise réception de l'autre. Après, ça arrive aussi de faire des erreurs moi, ça m'arrive de faire des erreurs avec vous, 100% de ma faute. Parce qu'en fait, je suis humaine. Ouais. Moi, je sais que tu me complètes beaucoup sur ce côté-là et surtout, tu participes vraiment à mon évolution là-dessus parce que quand je fais des erreurs, en fait, j'ai tendance à vraiment beaucoup m'en vouloir. Et en fait, le fait que tu me dises, écoute, Alma, on n'était pas en train de sauver une vie, en fait, on était juste en train de faire une tâche habituelle. T'as fait une erreur parce que t'avais la tête ici ou t'avais la tête là-bas, c'est normal. Moi, en fait, ça me permet de déculpabiliser, tu vois, quelque part, et de me dire, ok, peut-être que ça, je l'ai fait mal, mais il y a plein d'autres choses, en fait, que je fais très, très bien. Bien sûr. Et en fait, c'est pas parce que j'ai pas réussi ça ou c'est pas parce que j'ai fait une erreur là-dessus que je suis forcément nulle et que, voilà, je suis bonne à rien, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, il y a un gros rapport au management parce que je trouve que le manager, en fait, il a vraiment il joue un rôle très important dans notre cheminement salarial. Je trouve que les managers, c'est un peu comme les profs, tu vois. Des fois, un prof, il peut te faire détester une matière. C'est vrai. Tout comme un manager, il peut te faire détester une tâche, tu vois. J'ai développé une phobie de la programmation. C'est vrai. Que tu as réussi, en fait... Programmation de contenu, du coup, pour contextualiser. Que tu as réussi vraiment à m'enlever, tu vois. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait une erreur de programmation, ça m'est déjà arrivé. Des fois, c'était pas forcément de ma faute, c'était de la faute du logiciel, etc. Mais même quand c'était de la faute du logiciel, j'étais en mode, punaise, pourquoi j'ai pas anticipé? Sauf que c'est un truc qui est mécanique. Comment est-ce que je peux anticiper les fautes d'un ordinateur? Et puis même, parfois, en fait, c'est de notre faute et c'est pas grave. Exactement. Et à chaque fois que tu me dis, c'est pas grave, je me dis, ok, j'ai pas fait la programmation, mais à côté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est très, très bien. Les clients, ils sont très contents, etc. Donc, c'est pas la fin du monde, tu vois. Donc, je trouve que de ce côté-là, le management, c'est vraiment hyper important. Ça peut nous aider à détester ce qu'on fait, tout comme ça peut nous aider vraiment à aimer des trucs qu'on n'aimait pas forcément, tu vois. Ouais, et puis surtout, en plus, être chill là-dessus, moi, c'est un truc que je vous répète souvent et que je le répète pour les personnes en face qui nous écoutent. En fait, le truc, c'est que nous, on sauve pas des vies et en fait, ça arrive de faire des erreurs. Je trouve ça, en fait, important d'instaurer aussi un peu de chill autour de tout ce qu'on fait. Voilà. Alors, effectivement, on a des clients derrière. Moi, je fais en sorte de toujours tamponner, etc. Mais aussi, on se rend compte, moi, je me rends compte avec les clients que quand on fait des erreurs et que moi, je l'assume aussi derrière auprès du client, parce que vous l'assumez auprès de moi je l'assume auprès du client, parce que j'ai la représentativité. En fait, c'est toujours mieux reçu quand on dit désolé, on a fait cette faute, etc. Ouais. C'est complètement de notre faute, on assume, on répare, etc. Mais pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire? Non, en fait, c'est important aussi pour moi, pour votre génération, à la fois être exigeant tout en étant chill. Ouais. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, les gars, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. L'expression de vieux, c'est pour vous. C'est qu'en fait, plus tu vas être sur le dos, en train de micromanager, parce qu'en plus, moi, je sais que comme je suis une contrôle fric de base, j'ai tendance à faire du micromanagement, donc je me suis forcée aussi à faire attention à ça. Et moi, ça m'aide aussi de réagir de cette manière-là, parce qu'en fait, sinon, après, c'est l'escalade, en fait. C'est l'escalade de à qui la faute, à qui machin, etc. Non, on a fait une erreur, c'est pas grave, ça va nous permettre de mieux communiquer. Là, ce matin, on a eu un petit souci d'emploi du temps, etc., d'une mauvaise compréhension. Ça va me permettre de mieux communiquer, mieux caler les choses, etc. Et derrière, de pouvoir, en fait, que ça puisse ne pas revenir, en fait, tout simplement. Mais en fait, je trouve qu'avec votre génération, c'est aussi un peu stratège de ma part. Avec votre génération, ça sert à rien de vous prendre frontalement. Parce qu'en fait, vous vous braquez sinon.
Et parce qu'en fait, vous êtes aussi jeune. Moi, à 20 ans, tu me disais ce qu'il fallait faire. C'est non. Non, mais tu vois comment je suis maintenant. Mais imagine, à 20 ans, j'étais 10 fois pire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris en âge, donc j'ai pris en diplomatie aussi, etc. Mais moi, j'étais pareil à votre âge, en fait. J'étais en mode, en fait, t'as pas à me dire ce que je dois faire, même si t'es ma patronne. Hein. Et donc, l'idée, c'est aussi, bien sûr, de s'imposer, parce que c'est moi la patronne quand même, mais sans non plus être en fait tyrannique, parce que c'est très important aussi de montrer que t'as pas besoin en fait de jouer le tyran pour imposer du respect, enfin je pense. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a aussi ce truc de vouloir toujours être parfait. Ça, il faut clairement l'effacer. Il faut se réconcilier avec l'imparfait. Il faut lui prendre la main. Il faut lui dire, mon gars, on est ensemble. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ok, on fait une erreur sur la progra. Par exemple, moi-même, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait une erreur. Il y a pas longtemps, ouais. J'ai fait une erreur sur un post qui était tombé à une horaire, en fait, différente que ce qui devait être. Et le truc, c'est que je me suis dit, purée... flemme, je vais me tuer. Alors pas du tout, on a tellement eu l'habitude et on a été tellement biberonné à ça. Côté, faut que ce soit parfait, c'est une faute. Protèges, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Limite, tu te protèges, t'as la boule au ventre, machin. Alors qu'elle m'a dit, enfin, tranquille, c'est pas grave, on sauve pas des vies et tout. Et je me suis dit, mais c'est vrai, tranquille, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant dans son travail, attention, parce que clairement, vous savez, je suis très exigeante avec vous aussi. Nous-mêmes, on l'est envers nous-mêmes. Mais en fait, c'est juste aussi être pragmatique. En fait, tout simplement, remettre un petit peu l'équilibre des choses. Et en fait, on va pas vous faire un retrait sur salaire parce qu'il y a une erreur, quoi, non, en fait. Mais t'imagines. L'horreur. Surtout, assumer, comme vous dites, quand il y a une erreur, elle est beaucoup mieux reçue. Et même pour nous-mêmes, c'est une mécanique qu'on s'instaure et qu'on s'impose qui est plus que saine. Et c'est grâce à ces changements-là, grâce à cet équilibre quotidien, qu'on va plus que jamais, en tant que Gen Z, aller vers le haut, améliorer les choses. C'est très bien. Eh ben, écoutez, on va bientôt terminer ce podcast. Je vous pose une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez répondre maintenant qu'on a discuté de tout ça? Et si on vous voulait donner les réponses un peu plus concises sur est-ce que la génération Z est vraiment feignante au travail aujourd'hui? On va se faire un petit tour de table, répondre chacun rapidement d'après notre discussion du jour pour récapituler pour nos auditeurs. Brian, est-ce que tu veux commencer? Je pense que la Gen Z n'est pas feignante et qu'elle veut travailler dans de meilleures conditions. On a aussi cet accès à l'information, comme je l'ai dit, donc cet accès à la formation. Et non, on n'est pas feignante. On a vu nos anciens cravacher pour pas grand-chose et qu'on se le dise, dans la vie on n'a rien sans rien, il faut aller chercher son oseille, il faut aller vraiment bosser, charbonner, mais faire les choses intelligemment pour soi-même. Pensez que c'est vous-même avant tout qui vivez cette vie, que les personnes qui vous entourent, est-ce que c'est les personnes qui sont le plus chères à vos yeux? Pensez à ce quotidien, à ce cocon que vous vous êtes construit et surtout avancez quoi qu'il arrive. Des fois vous avez l'impression que vous pataugez, que c'est sans retour, que ça ne sert à rien, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et vraiment, pour conclure, pour moi, la Gen Z n'est absolument pas feignante au travail. Et on en est le preuve contraire. Moi, pour le coup, pour travailler avec 2 personnes de la Gen Z, et même plusieurs, parce que là, je parle des 2 salariés, mais aussi il y a tous les freelances qui bossent avec nous régulièrement. On est quand même plus de 8 dans l'équipe. Je ne pense pas que la génération Z soit feignante au travail. Je pense que comme dans toutes les générations, il y a des feignants, comme il y a des bosseurs. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu une scission qui s'est faite plus forte encore qu'avec les autres générations aujourd'hui. Et en fait, la génération Z, elle dit non. Là où nous, on s'est laissé matrixer et on s'est laissé manipuler pour pas grand-chose, pour des clopinettes. Je pense que le principe de loyauté, et je dis ça en tant que patronne et en tant qu'employeur, le principe de loyauté n'a rien à faire dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces cas-là, si je dois exiger que les personnes soient loyales envers moi, je dois être loyale envers elles aussi. Donc ça veut dire aussi en offrant un bon cadre de travail. Mais je pense que le principe de loyauté n'a rien à faire dans la sphère professionnelle parce qu'en fait, les personnes auxquelles on donne un salaire offrent aussi leurs compétences pendant un moment donné. Donc en fait, c'est du donnant-donnant dans les 2 cas. Et je pense qu'effectivement, il y a des feignants comme il y a des pas feignants, mais je pense que dans le sens où on l'entend, je pense que non. Je pense que juste, elle les a choqués. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on n'est pas feignant. Je pense qu'on a juste très, très peur. On a très, très peur de passer à côté de notre vie. On a très, très peur... je sais pas, genre, on a juste peur. Moi, je sais que c'est vraiment ça mon truc, c'est que j'ai peur. Ouais. J'ai peur de passer à côté de ma vie, j'ai peur de louper des choses, j'ai peur de souffrir.
Pas venu ici pour souffrir. Tu vois. Et non, moi, je pense que c'est juste ça. Je pense qu'on n'est pas feignant. Je pense qu'on a juste peur, en fait, de pas vivre notre vie. Et je pense qu'on a besoin d'être rassuré sur beaucoup de points, beaucoup de plans. On a besoin d'être rassuré sur le fait que la vie, elle va continuer, en fait. Qu'on est en train de se construire un avenir et que c'est pas pour rien, que tout va pas s'écrouler demain. Et puis, on a besoin de conseils, on a besoin d'être accompagné parce qu'on est jeune. Enfin, on a 20 ans, mais on est encore des enfants. Nous sommes des enfants qui travaillent. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh ben, écoutez, on va conclure là-dessus. Donc, effectivement, moi, dernière phrase là-dessus. N'oubliez pas qu'en fait, nous aussi, on a eu 20 ans. Que nous aussi, à 20 ans, on n'avait pas forcément envie de bosser, de se démener pour une boîte qui est pas la nôtre. La génération Z, elle est pas forcément feignante. Elle est juste peut-être plus intelligente que la nôtre. Et ça fait mal pour certains de le reconnaître. Moi, je le trouve en tout cas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à ce premier épisode de Break Room, le podcast qui parle sans filtre et avec que des questions autour de notre rapport au travail, de la communication et de l'entrepreneuriat. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Brian. Merci. Merci, Alma. Et à très bientôt. Ciao.